Une très grosse semaine de publication vient de s'achever et on a pu constater de gros écarts dans les résultats. Certains ont déçu, voire beaucoup déçu. Les marchés qui les ont d'ailleurs sanctionnés, d'autres en revanche ont constitué de très belles surprises. Alors est-ce que certains titres ont été trop lourdement sanctionnés? Est-ce que certaines baisses constituent de belles opportunités pour nos portefeuilles de très long terme? Eh bien ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Top and Flop. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. N'hésitez pas à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez beaucoup de moyens pour vous former. Vous avez bien sûr la newsletter sur laquelle je publie 2 à 3 fois par semaine qui compte près de 7000 abonnés. Désormais, un véritable succès, très fier de cette newsletter. Merci pour vos retours d'ailleurs à ce sujet parce que les retours sont vraiment excellents. Et puis, bien entendu, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez l'espace membre, un espace de formation qui est gratuit sur le site lepodcastdelabourse.fr. D'ailleurs, site qui va évoluer, vous verrez, je vous montrerai les premières images peut-être dans quelques semaines et je vous solliciterai d'ailleurs pour avoir votre avis. Donc voilà, l'espace membre avec des modules de formation sur les différents sujets liés à l'investissement sur la bourse, la gestion privée, la banque, l'immobilier, bref. Donc vous pouvez bien sûr vous inscrire, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller sur le podcast de la bourse.fr. Bien entendu, nos programmes d'accompagnement, MTT Trading, le programme prestigieux historique, avec 10 experts à vos côtés et le petit nouveau qui a fait son apparition cette année, c'est un véritable succès, c'est MTT Découverte, un programme qui vous donne accès à l'essentiel des marchés. Je vous rappelle que nos programmes sont accessibles en version mensuelle et sans aucun engagement. Donc voilà, si vous voulez tester ne serait-ce qu'un mois pour voir ce que ça donne, eh bien n'hésitez pas. C'est peut-être l'occasion, bien entendu. Alors je dis n'hésitez pas, mais allez, je ne devrais pas trop vous le dire, mais évidemment, dans un petit mois, dans un bon mois d'ailleurs, il y aura évidemment le Black Friday. On fera, comme chaque année, on fera le nécessaire pour vous offrir là aussi des prix intéressants. Donc voilà, peut-être que si vous voulez patienter, si vous pouvez patienter encore un petit peu, vous le pouvez pour attendre ce fameux Black Friday. Alors l'actualité, bien sûr, en termes de contenu, ça a été la semaine dernière, la vidéo du vendredi classique, plus la vidéo gestion privée sur le Luxembourg avec tout simplement Generali Luxembourg, Louis, qui est sur la droite de l'écran, et bien entendu aussi mon ami Olivier Rossi, qui est cofondateur, vous le savez, de Urutia Gestion Privée. Donc cette vidéo a été fort bien accueillie. Merci pour vos retours. Je pense qu'on a fait un beau boulot de pédagogie, alors même si vous n'êtes pas forcément concerné par cette volonté de placer de l'épargne au Luxembourg. En tout cas, il est clair que je crois qu'on partage à peu près tous cette inquiétude sur le sujet français et sur l'inquiétude sur bien sûr l'épargne en France. Et donc je pense que cette vidéo-là répond en tout cas en partie à un certain nombre de problématiques. Donc je vous invite à aller voir vivement cette vidéo. J'en profite aussi bien sûr pour remercier les partenaires qui me permettent de mettre à votre disposition tous ces contenus gratuits, que ce soit les vidéos, les newsletters, l'espace membre, etc. Tous ces contenus-là sont mis à votre disposition gratuitement car, et je suis très fier parce que ce sont de très beaux partenariats. Je suis soutenu par un certain nombre de donc partenaires, Trade Republic, Bitvavo, avec qui je serai au stand d'ailleurs, Bitvavo, le 14 novembre au Palais Brognard. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me voir le 14 novembre, à venir sur le stand de Bitvavo. Urutia Gestion Privée, ProRealTime bien sûr, qui est le logiciel et un partenaire historique qui m'accompagne également, aucoffre.com, avec qui j'ai réalisé d'ailleurs hier sur Paris une interview. Donc vous verrez, c'est une interview je pense qui va vous intéresser. C'est sur les crises. Le sujet c'était savoir si on était en crise permanente. Donc vous verrez mes réponses, et bien sûr Investing qui est aussi un partenaire alors
partenaire historique, non, mais en revanche, un outil que j'utilise depuis, je crois, mes débuts. Voilà, partenaire, bien sûr, analyse fondamentale, news, etc. Donc, c'est une référence mondiale, hein, Investing, c'est numéro 1 aux États-Unis, etc. Donc, inutile, bien sûr, de le présenter, la plupart d'entre vous connaissent déjà. On passe au top and flop. Bien sûr, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu une semaine assez chargée, peut-être la plus chargée d'ailleurs de ce trimestre en termes de publication, en tout cas sur les publications françaises. On parlera donc, alors on parlera pas que des titres qui ont publié, hein, parce qu'il y a des suivis également, mais on parlera quand même beaucoup de titres qui ont publié. On parlera donc de L'Oréal, de BNP Paribas, on parlera de Amundi, de ST Micro, qui a déçu, Thales, Edenred, Soitec, Hermès, Kering, Valeo, jolie publication, Vinci, Planisware, Air France, Forvia, Serge, Ferrari, Vivendi, Umicore, dont on fait le suivi, Bonduel, dont on fait le suivi, Nokia, qui a... alors, je sais pas s'ils ont publié, mais je crois pas, mais je crois qu'ils ont fait une annonce, notamment sur l'IA, donc ça a pu au marché, Groupe LDLC, qui construit, Verbio, qu'on avait proposé la semaine dernière, et je crois que tout le monde m'a dit, bah, tiens, il suffit que t'en parles pour qu'elle déclenche, donc on regardera ça, j'ai pas eu le temps de regarder, Dassault Systèmes, belle baisse, hier, publication sanctionnée, VGP, Worldline toujours dans sa figure pour moi, voilà, beaucoup de monde s'affole, mais en réalité il se passe pas grand chose sauf de la volatilité. Carrefour qui est un petit peu déçu, de CRSI, on regardera aussi, Fusion Group, publication pas mal, même si c'est bien valorisé, Renault, Telsat, Viridien, AXA, Maison du Monde, Xilam Animation qui a déclenché, qui est revenu un petit peu en arrière, Zoetis aux États-Unis, Netflix, Salesforce, Redware, pardon, je l'ai oublié la semaine dernière, j'en oublie toujours une, toujours, c'est fou ça quand même. Putain, croyez-moi, je fais des efforts et tout, hein, mais j'en oublie toujours une, voilà, on va dire que c'est ma marque de fabrique, mais vous inquiétez pas, quand j'en oublie une, j'ai toujours quelqu'un qui me le rappelle, très gentiment dans les commentaires, donc je la reporte à la semaine d'après, c'est promis, j'essaye du moins. Intel, donc IBM, Tesla, qui ont publié, il y aura 4 titres à suivre, alors c'est pas évident, hein, parce qu'au milieu des publications, voilà, trouver des idées, c'est évidemment pas évident, et bien entendu cette vidéo s'achèvera avec le screener Trend Following que je sais vous aimez beaucoup regarder pour trouver éventuellement quelques idées. Voilà, je tiens véritablement et du fond du cœur à vous remercier pour vos différents soutiens parce que c'est essentiel. Et parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à citer les vidéos sur les différents réseaux, à quelque part faire un petit peu de publicité à ce contenu gratuit. Donc si vous pensez que le contenu de cette vidéo peut aider un ami, un proche, quelqu'un de votre famille, peu importe qui, un collègue du bureau, peu importe, en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça récompense déjà évidemment le travail que je fournis, mais surtout éventuellement ça peut filer un coup de main à quelqu'un. Donc merci bien entendu à celles et ceux qui partagent régulièrement, ils se reconnaîtront bien entendu, notamment les plus historiques. Allez, on attaque avec le résumé de la semaine. Alors j'active ma caméra, me voilà, je suis à peu près cadré, ouais bof, bon, peu importe, on s'en fout, pas très grave. Donc résumé de la semaine, donc une semaine bien entendu dicté par les publications, hein, vous n'êtes pas sans savoir, peu par bien entendu les données macroéconomiques, parce que shutdown, quoique j'ai entendu dire, alors il faudra le vérifier, là pareil j'étais dans le train hier donc quand j'ai vu l'info, mais apparemment on aurait potentiellement quand même le taux de chômage aux États-Unis cet après-midi. Donc à vérifier parce que évidemment ça peut avoir des conséquences, mais on va y revenir. Donc, mais globalement, voilà, vous avez bien compris que cette semaine et encore la semaine prochaine, on va être surtout dicté, bien entendu, et par le rythme des publications. Donc on est dans une saisonnalité avec un mois d'octobre qui va tranquillement s'achever pour déboucher sur un mois de novembre qui statistiquement est meilleur. C'est vrai bien entendu sur le S&P 500, c'est vrai également sur le Nasdaq. Voilà, en termes de courbe de saisonnalité, a priori, en tout cas pas a priori, statistiquement parlant, on se situe sur probablement la meilleure période de l'année, une des 2 meilleures périodes de l'année à venir. C'est ce qu'on espère, c'est ce que je souhaite,
C'est mon scénario principal, vous le savez, je vais y revenir. Je n'ai toujours pas changé d'un iota le scénario que je vous présente depuis plusieurs mois. Donc à ce stade, et tant que le marché et le graphique ne me prouvent pas le contraire, je ne change pas. Donc si on prend bien sûr eh bien, graphique par graphique, on voit que on peut avoir beaucoup de zigzags sur le mois d'octobre, ce qui est plutôt le cas d'ailleurs hein, sur les marchés américains. Mais voilà, à partir de fin octobre, eh bien, généralement, on a un point d'inflexion avec potentiellement une poussée avant je l'espère, un rallye de fin d'année. C'est le cas également pour le Nasdaq avec un mois d'octobre. C'est le cas aussi en ce moment, un petit peu en zigzag avant d'avoir un point d'inflexion fin octobre. D'accord. Et donc, bien sûr, nos amis allemands, le DAX, c'est du pareil au même, avec un point d'inflexion fin octobre. Et bien sûr, notre cocorico, le CAC 40, eh bien, c'est pareil, avec un CAC 40 qui, lui, par contre, et c'est le cas aussi cette année, hein, là aussi, pour le coup, les statistiques n'ont cette année pas menti, en tout cas, pardon, sur le mois d'octobre, pas menti en réalité, puisque effectivement on a plutôt une surperformance du CAC, et c'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai, d'ailleurs le CAC a fait un nouveau record, dividende non réinvesti, un nouveau record historique cette semaine, donc pour le coup, eh bien, je trouve que c'est plutôt bien respecté. Voilà, la saisonnalité, les statistiques sont plutôt bien respectées. Pour le moment, en tout cas, lorsqu'on regarde, bien sûr, il y a d'autres graphiques. Alors j'aime bien ça, je vous le dis aussi, je ne vous l'ai jamais dit, mais ou rarement en tout cas, mais je me le dis à moi-même. J'aime bien aussi vous montrer plusieurs graphiques qui montrent la même chose pour, je pense, légitimer le fait que lorsque vous avez plusieurs sources en général, vous avez quand même beaucoup plus de chances que l'info et les statistiques soient vraies. Moi-même, et je m'en excuse d'ailleurs, parfois, je republie ou je commente des statistiques, mais évidemment, vous avez bien compris que c'est impossible pour moi de vérifier l'exactitude des statistiques. Certaines, en tout cas. Donc, évidemment, parfois, certainement, et encore une fois, je m'en excuse, même si vous avez bien compris que je fais ce que je peux, mais parfois, il peut m'arriver de relayer peut-être une statistique qui est inexacte ou pas tout à fait juste ou carrément fausse, voilà. Donc ça peut m'arriver, ne m'en voulez pas tout le temps. Juste, je fais toujours les choses en général de bonne foi. Donc j'essaye toujours de vous donner ce qui me semble être exact et j'essaye dans la mesure du possible, lorsque je le peux, j'essaye de vérifier avec d'autres sources, quoi. Mais parfois on peut pas. Voilà. Et parfois, on a une stat qui est intéressante, on ne sait pas si elle est légitime ou pas, mais tant pis, on la publie parce qu'on se dit, bon, de toute façon, peut-être que éventuellement aussi d'autres personnes vont venir commenter et vont venir dire si cette source est bonne ou pas. Voilà. Mais je suis pas toujours, il faut bien comprendre, hein, je comprends que parfois on puisse, quand je dis moi, c'est moi ou d'autres, hein, on peut parfois nous en vouloir, les créateurs de contenu, de relayer une information partiellement ou totalement inexacte. Mais voilà, on n'a pas la capacité, malheureusement, toujours de vérifier. Ok, là où par exemple des chaînes de télé, etc., là par contre c'est inadmissible, c'est des journalistes, etc. Moi je suis pas journaliste, hein, donc je suis juste un créateur de contenu et j'essaie juste de faire des analyses en fonction des statistiques qu'on me donne. Voilà, mon boulot c'est pas de toujours vérifier les statistiques, même si j'essaye dans la mesure de possible. Bref, tout ça pour vous dire que j'essaie toujours de vous mettre en relation, voilà, plusieurs graphiques différents qui montrent la même chose, ça nous permet d'avoir un sentiment d'exactitude sur les sources et sur ce que potentiellement on va analyser. Donc voilà, on voit un petit peu la même chose, on sait que on est potentiellement voilà, sur un rallye de fin d'année. Le mois d'octobre va s'achever, c'est un mois d'octobre qui ressemble globalement à un mois d'octobre classique, c'est-à-dire un mois d'octobre globalement en zigzag. Évidemment, encore une fois, et là on est très content, on a été, vous le savez, donc rythmé par un nombre incalculable de publications. Et on va aller petit à petit vers des semaines en décroissant. Donc on a encore cette semaine-là, normalement, si je ne me trompe pas, et cette semaine-là. Donc on a encore 2 semaines, globalement, un petit peu compliqué peut-être en termes de volatilité. Et surtout, ce qui est compliqué en réalité, c'est le plus compliqué pour moi dans cette période-là. Enfin, il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont pas bien. C'est-à-dire que, en l'occurrence, pour celles et ceux qui font un petit peu d'intraday, les excès baissiers, etc., c'est très intéressant parce que vous avez de la volatilité pour jouer des rebonds techniques et vous avez très souvent quand même des rebonds techniques, même en intraday, pour jouer des décalages.
et donc même sur des grosses capitalisations. Donc, on pourrait citer, je sais pas, voilà, cette semaine, on pourrait citer par exemple Dassault Systèmes, notamment, où il y a eu un robot technique qui était intéressant à exploiter. Quelques jours avant, il y a eu Galapagos qui a fait un robot technique absolument fou. Voilà, c'est des grandes capitalisations, donc la liquidité est importante. On peut y aller gaiement, si je puis dire, en termes de taille de position. Et en même temps, on profite de la volatilité que d'habitude, on n'a pas sur ces valeurs-là. Donc ça permet de jouer des décalages. Il faut faire attention évidemment parce que c'est risqué, parce que eh bien, il faut avoir une stratégie claire et surtout avoir des points de navigation clairs. Mais ça peut être potentiellement intéressant pour un trader. En revanche, pour un swing trader, c'est plus compliqué parce que, évidemment, vous prenez une position, mais il faut vérifier que l'entreprise ne publie pas ou que sa concurrente directe ne publie pas parce qu'il y aura forcément des conséquences sur elle-même. Donc ça, c'est difficile parce que, effectivement, vous avez un œil sur votre graphique et vous avez un œil sur le calendrier des publications. Donc c'est relativement pénible. Troisième et dernière catégorie troisième profil intraday, donc swing trading, et le troisième profil, c'est le long terme. Pour les long-termistes, il y a en revanche des opportunités à exploiter parce que parfois, et c'est ce qu'on va essayer de voir, ce qu'on a vu déjà la semaine dernière, mais on va essayer de voir aussi cette semaine dans cette vidéo, c'est de voir si parmi les publications qui sont sanctionnées et parmi les titres qui restent quand même de qualité malgré la sanction des publications, est-ce qu'il y a ou pas des zones d'intérêt pour nos portefeuilles long terme. Donc voilà, donc il y a deux profils pour moi qui sont plus à même, si vous voulez, d'agir dans ces marchés-là. En l'occurrence, évidemment, le profil très court-termiste, intraday, voilà, quasiment intraday, et le profil très long terme, très long terme, qui lui va exploiter les zones d'accumulation. Donc le swing trader, peut-être, va être un petit peu moins actif, ou en tout cas, va essayer de faire gaffe. Voilà, là où, peut-être en revanche, dans 2 semaines, une fois que tout cela sera digéré et qu'on aura peut-être, je l'espère, des congestions qui déboucheront derrière vers des cassures par l'eau, parce que notre scénario pour la fin de l'année, c'est de la hausse principale, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'on va dire. Et bien là, en revanche, le swing trader, clairement, il va avoir des opportunités, quoi. Donc voilà un petit peu, bon, voilà ce que je voulais vous dire. C'est la même chose, évidemment, donc c'est vrai en Europe. C'est vrai également donc, aux États-Unis, avec une semaine qui a été chargée. On a eu notamment Netflix qu'on va regarder. On a eu bien sûr Tesla, IBM, Intel. Bon, voilà, on a eu pas mal de publications. On a eu SAP également, bien sûr, en Allemagne. Bon, voilà, on a eu quand même quelques belles publications. La semaine prochaine va être encore plus chargée, je crois. Je crois qu'il y a Meta, il y a 2-3 très grosses capitalisations américaines. Donc, on va avoir encore de la volatilité la semaine prochaine. Donc voilà, ça va être très intéressant comme d'habitude. Mais il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention sur les positions qu'on a, etc. Bon, quelques publications à la volée, surtout américaines. Je mets en avant mon ami le biais financier qui fait des one-pagers qui sont superbes. Voilà, moi, tout ce que j'aime. Voilà, c'est exactement ce que j'aime. L'essentiel des informations, un coup d'œil, pam, vous avez le titre, vous avez ce qui était attendu, le consensus, si c'est bon ou si c'est pas bon. J'adore ça. J'aime bien quand en moins de 15 secondes, vous avez déjà l'info, quoi. Ça, c'est top. Donc, n'hésitez pas à suivre le biais financier, bien sûr, sur Twitter. Donc, Netflix. Aussi, donc plus décevant, on la regardera, Netflix, Tesla, coup-ci, coup-ça, donc dans un premier temps, vous allez voir, ça a été vendu par un marché, puis derrière, effectivement, on a eu un rebond, mais enfin on a atteint des objectifs qu'on avait fixés ensemble, souvenez-vous, on regardera ça plus dans le détail, voilà, donc la semaine prochaine, grosse semaine, hein, grosse semaine, les 2 prochaines semaines, et surtout pour moi aux États-Unis la semaine prochaine, vous allez avoir, voilà, donc mercredi, excusez du peu, Meta, Microsoft et Alphabet, donc voilà, et jeudi, Apple, donc voilà. Costaud. Semaine suivante, on regardera bien sûr quelques publications, AMD, etc. Mais petit à petit, ça va ralentir. Il y aura McDo, etc. Mais petit à petit, là aussi, ça va ralentir. Donc surtout, pour moi, le cœur, le gros, il est la semaine prochaine aux États-Unis. Voilà. En France aussi, hein, je vous rassure, hein, en France, vous allez être chargé aussi la semaine prochaine. Voilà, vous pouvez aller consulter l'agenda bien sûr sur Investing, vous pouvez choisir les pays, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, ça c'est accessible bien sûr gratuitement. Donc vous avez de très belles publications
Eh bien, semaine prochaine, donc BNP qu'on va voir dans cette vidéo, Amundi qu'on va voir dans cette vidéo aussi. Mais vous aurez également voilà, du Etoquinol, vous aurez normalement du Schneider, Société Générale, Stellantis également, tiens, une publication que je vais regarder de près. Voilà, donc il y a pas mal de publications, tiens, GTT également, ça va être intéressant. Donc voilà, pas mal de publications. Viridien qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Donc voilà, le marché va regarder quasiment ça, puisque vous le savez, eh bien, le shutdown est toujours d'actualité aux États-Unis, donc il n'y a pas beaucoup de stats qui sortent, encore une fois. On verra si l'info que j'ai eue est vérifiée ou pas, si on va avoir ou pas effectivement eh bien, la publication, bien sûr, du taux de chômage aux États-Unis. Évidemment, ce qui va beaucoup intéresser la semaine prochaine les marchés, c'est Jérôme, pas le chanteur, Powell, qui va parler, on le sait, il va parler donc mercredi, je crois. Sans surprise, a priori, il va à nouveau baisser les taux de 25 points de base. Donc ça va être évidemment intéressant de voir d'abord comment va réagir le marché, si c'est pricé, etc., etc. Pour moi, ça l'est quand même, mais la question c'est est-ce que le marché a envie de prendre ça comme prétexte pour accélérer encore pour la fin de l'année. C'est ça surtout que je vais regarder. Voilà, c'est un marché qui, tiens, ce graphe est intéressant aussi, c'est un marché qui, on le voit, a, selon les secteurs, des performances différentes. Donc bien évidemment, vous avez tout en haut le XLK qui est la tech, donc le Nasdaq 100, dans l'ordre des performances. Vous avez donc le XLC qui est communication de service. Vous avez le XLY qui est la consommation discrétionnaire. Vous avez bien sûr le S&P 500. Vous avez le XLI qui est l'industrie. Vous avez le NDU, c'est le Dow Jones tout simplement. Le XLU, c'est Utilities. XLF, c'est la finance. XLB, c'est les matériaux. XLE, c'est l'énergie, qui est en retard, hein. Enfin, qui a sous-performé par rapport à la moyenne. La santé, XLV. XLRE, c'est l'immobilier. Et XLP, c'est la consommation de base, qui est le seul secteur d'ailleurs qui est dans le rouge cette année. Voilà, donc c'est le secteur défensif, bien entendu. Donc voilà, une autre manière de voir les choses, évidemment, ce sont également donc les graphiques. Bon, là, c'est les graphiques sur un an. Sur les différents secteurs. Donc ça c'est toujours intéressant, voilà, consommation discrétionnaire. Vous avez la com, communication, service, énergie, donc financial, material, industrial, technologie, utilities, voilà, vous avez bon, les différents. Ça permet voilà, de voir la gueule un petit peu des différents secteurs actuellement. Et surtout, c'est la force relative hein, par rapport au S&P 500, hein, bien entendu. Donc à 0, en fait, c'est bien entendu le S&P 500. Donc en gros, quand vous êtes au-dessus, vous avez fait mieux. Quand vous êtes en dessous, vous avez fait moins bien. Alors, ce qui est, j'ai fait un article sur, je sais pas si vous l'avez vu passer, c'était pas la semaine dernière, enfin c'est pas la semaine en cours, je crois que c'est la semaine d'avant, sur un ETF qui a sorti Amundi. Je crois bien que c'est Amundi, et je crois bien que c'est éligible PEA sur un ETF World en x2, en levier 2. Et donc, voilà, je faisais un article, pas critique, mais je posais la question de savoir si quand même c'était pas, voilà, c'était pas révélateur quand même d'un certain FOMO. Alors pas de la part d'Amundi, Amundi répond à une demande là-dessus. C'est pas du tout une critique envers Amundi, au contraire, Amundi fait de l'excellent travail, mais juste par rapport à la demande. Donc j'imagine que s'ils font un ETF x2 sur du PEA, monde, c'est qu'en face, ils ont une demande. Ils ont des clients qui disent ouais, nous, on aimerait. Et, et je n'avais pas eu cette statistique, mais je l'ai eu la semaine dernière, où je l'ai vu passer et je l'ai piqué à quelqu'un, je sais plus. En tout cas, enfin, forcément, je l'ai piqué à quelqu'un, ça c'est sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est effectivement de voir que
l'explosion, tout simplement, effectivement, des ETF avec levier. Et on voit cette courbe qui est absolument exponentielle. C'est-à-dire que de manière assez saine, jusqu'en 2021, allez, même 2022, et même là, 2024, jusqu'à même début 2025, on a eu pour moi, voilà, il y a du zigzag, mais globalement, on a une courbe assez saine. Et par contre, on voit que, eh bien, depuis le début de l'année 2025, on a un FOMO, voilà, tout simplement, sur le nombre d'ETF à levier. Euh, et donc, ma conclusion, entre guillemets, conclusion, parce qu'il n'y a pas vraiment de conclusion, mais en réalité, ma conclusion, c'est que je suis inquiet, quoi. Quand je vois ce genre de graphique, je me dis, oh, quand on commence à faire du levier sur action, c'est probablement quand même qu'on est plus proche de la fin que du début, quoi. Ou en tout cas qu'il va falloir à un moment donné quand même eh bien, parvenir à souffler un petit peu. Et je pense, encore une fois, c'est pas c'est le scénario que je vous propose, hein, je pense que 2026 va être une année où justement on va pouvoir et devoir souffler. Sauf, encore une fois, scénario de bulle totale, comme en 2000. Et là, on sait que ça finira vers, par contre, en revanche, une correction beaucoup plus forte. Alors, ce que je veux vous dire également, tiens, c'est ce graphique qui est intéressant aussi, très intéressant parce que lorsqu'on parle d'analyse technique, évidemment, bon, moi j'ai l'image, bien entendu. En France, il faut avoir une image et une seule. Sinon, on peut pas avoir plusieurs casquettes, c'est pas possible. En France, on peut pas être analyste technique et analyste fondamental. On peut pas être analyste technique et économiste. On peut pas être analyste technique et sportif de haut niveau. Voilà, on n'a qu'une étiquette en France. Voilà. On peut être bon que dans un seul domaine en France. Donc moi, en l'occurrence, j'ai la chance et la fierté d'être plutôt reconnu, modestement, pour mes analyses techniques. Pour le reste, je suis certainement très mauvais apparemment, mais bon, en tout cas, j'ai déjà l'analyse technique, c'est plutôt pas mal. Et donc, souvent, évidemment, par contre, ça c'est hyper intéressant, souvent, j'ai des débats avec un certain nombre d'entre vous sur l'analyse technique pure, sur, voilà, des fois c'est des indicateurs, des moyennes mobiles, bon, tout un tas de choses un petit peu plus précises. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours un débat. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur cet indicateur, sur le RSI, mais plus globalement sur les oscillateurs qui permettent de voir en gros de 0 à 100 les zones de surachat et les zones de survente. Et la plupart, pas tous, mais la plupart d'entre vous, quand vous voyez des RSI, je dis le RSI parce qu'en général le RSI c'est l'oscillateur le plus utilisé je pense, eh bien en général on me dit, bah tiens, regarde, le RSI, il est en surchauffe, etc. Donc ça va corriger. Attention, un RSI en surchauffe, entre guillemets, donc au-dessus de 70, ou un oscillateur au-dessus de 70, ça veut dire qu'il est en surchauffe, je sais pas, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que le momentum est très fort. Donc quand vous vous amusez, ou quand vous souhaitez vous shorter par exemple les zones de surchauffe, attention, je peux vous garantir, pour l'avoir backtesté dans mon passé, je peux vous garantir que s'amuser à shorter de manière aveugle les zones de surachat, en général, ça finit extrêmement mal. Voilà. Et ce graphique-là est très intéressant parce que ce graphique-là montre effectivement, eh bien, tout simplement les zones techniques de surachat et de survente. Et on voit que dans les deux cas, bon, vous regarderez dans le détail, mais vous voyez que même dans un méga trend haussier, il y a plein de moments où vous êtes dans une zone de surachat. Et donc, il y a plein de moments où, malgré tout, le marché continue de monter. Parfois, il y a des zones de surachat qui sont très élevées. Hein. Je vois par exemple ici, voilà, on a une zone de surachat très élevée, et pour autant, le marché continue de monter pendant des semaines et pendant des mois. Donc, évitez, toujours pareil, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, évitez toujours, dans la mesure du possible, de faire de la contre-tendance. Le point, selon moi, essentiel et le plus problématique qu'on rencontre sur les marchés lorsqu'on veut faire de l'analyse technique, je vous rassure, ce problème-là, cette problématique-là, il est pour quasiment tout le monde. Moi, le premier. C'est qu'on veut, en général, avoir le point bas quand on achète et le point haut quand on vend. La réalité, c'est que ceux qui gagnent le plus d'argent en bourse ne sont pas ceux-là.
Ceux qui gagnent le plus d'argent en bourse sont ceux qui acceptent, et c'est extrêmement difficile psychologiquement, qui acceptent de rater le premier rebond, quand on est à l'achat, mais de rentrer sur la deuxième vague. C'est ceux-là, en général, qui gagnent le plus d'argent. Parce que ceux qui tentent d'avoir le point bas, par exemple, lorsqu'on est à l'achat, ou le point haut lorsqu'on est en short, ça veut dire qu'ils tradent systématiquement à contre-tendance. Et quand on trade à contre-tendance, ça veut dire que sur 100 tentatives, il y en a 80 ou 90 qui vont échouer. Donc même s'il y en a 10 qui vont réussir, la problématique, c'est que psychologiquement, vous avez tellement morflé en répétant des échecs que lorsque le trade va se valider et que potentiellement il va vous donner raison, qu'est-ce que 95% des investisseurs vont faire? C'est que très rapidement, ils vont couper leur position gagnante. Donc en réalité, la problématique, elle est là. C'est pour ça que pour moi, même si le taux de réussite en trading n'est pas le seul facteur, loin de là, je vous parle beaucoup du ratio gain-risque. Pour moi, quand vous avez même un système rentable, mais qui a un taux de réussite inférieur à 25-30%, c'est très compliqué psychologiquement d'assumer après les trades gagnants. Donc toujours dans votre méthode, essayez toujours d'avoir non pas 70% de réussite, c'est quasiment impossible d'avoir 70% de réussite avec un beau ratio gain-risque, en tout cas si quelqu'un a la méthode, je la veux bien. Mais par contre, avoir 35, 40, 45 avec des ratios gain-risque de 2, 2,5, 3, 4%, 4 fois, pardon, ça peut être par contre beaucoup plus intéressant. Voilà, donc je pense que voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, parce que c'est le constat que je fais moi, que j'ai fait moi pour moi, hein, tout simplement d'abord pour moi. Hein. Moi je pars du principe que malheureusement dans la vie on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. C'est pour ça qu'en général je vous montre plus mes échecs que mes réussites et ça me dérange pas du tout, parce que je pense que je vous apporte plus en vous exposant les erreurs que j'ai faites par le passé et que je fais encore maintenant. Et d'ailleurs, une de mes principales erreurs, pour vous le confesser, hein, c'est que souvent j'anticipe trop le marché. Moi aussi, encore. Donc, voilà, j'ai raison, souvent, pas tout le temps, hein, ma femme me le répète souvent, mais en revanche, j'ai souvent, malheureusement, raison trop tôt. Ce qui fait que du coup, je prends une position trop tôt. Alors moi, je coupe vite, donc ça n'a pas des conséquences, si vous voulez, graves. Mais finalement, lorsque je prends un trend, je m'y reprends souvent à 2 fois, voire 3 fois, et souvent j'ai raison à la troisième qui est arrivée, ou la deuxième qui est arrivée, donc par définition, après la première ou après la deuxième. Ça veut dire que la première et la deuxième sont intervenues trop tôt. Voilà. Donc il faut comprendre que même lorsqu'il y a un rebond, il faut attendre des fois que la foule vienne avec vous pour pouvoir derrière engendrer la vague principale, ou en tout cas celle qui va potentiellement vous rémunérer le mieux. Voilà, je ferme la parenthèse, j'ai fait un petit peu long, mais ça me paraissait essentiel de vous dire cela et de faire un focus là-dessus. Ce graphique-là montre l'évolution tout simplement de l'endettement, des investisseurs pour acheter des actions, voilà, de manière extrêmement simple. Voilà, ce qui montre que même si nous ne sommes pas sur encore des niveaux extrêmes, on va y rentrer. En tout cas, on n'est pas loin. Donc, encore une fois, il va falloir être extrêmement vigilant là-dessus. Alors, la stat est un petit peu vieille pour le coup, mais enfin vieille, non pas vieille, mais en tout cas, oui, elle a 2 mois apparemment. Elle a 2 mois, puisque non, je dis peut-être une bêtise, elle est peut-être pas si vieille que ça, parce que je vois que janvier est là, donc je vous dis peut-être une bêtise, non, peut-être que la stat est à jour. Donc en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que clairement, aujourd'hui, on n'est pas on est sur un niveau de dette pour acheter des actions qui est quand même relativement élevé. Donc, encore une fois, au-delà de tout ça, etc. Parce que aujourd'hui, l'inquiétude que je lis à droite et à gauche, principalement, c'est de savoir est-ce que Powell va baisser les taux et est-ce que potentiellement l'inflation va rebondir. Moi, mon avis là-dessus, c'est que, évidemment, tous les scénarios peuvent arriver, mais c'est pas ce qui me fait peur, moi. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est pas que Powell baisse les taux. Moi, ce qui me fait peur,
c'est que Powell baisse les taux par obligation. C'est-à-dire qu'il soit contraint par l'état économique du marché, donc par évidemment un fort rebond du chômage dans les semaines ou dans les mois à venir, qu'il soit contraint d'accélérer la baisse des taux. Et ça, pour moi, ce sera un signal négatif. Aujourd'hui, voilà, on voit que on a quand même une détérioration. D'ailleurs, il l'a dit, Jérôme Powell lui-même, la semaine dernière, il a dit qu'il commençait à avoir des petits craquements dans le marché du travail. Voilà, vous voyez ici, eh bien, le nombre de créations d'emplois et le taux de chômage, on sait que voilà, lorsque les courbes se croisent, en général, c'est pas très bon. Et on sait que lorsqu'on a des points d'inflexion, et des points de retournement, généralement, ça peut faire mal. Donc, faut faire attention à ça. On a certains pays où ça y est, on commence à voir véritablement de vraies fractures. Là, vous avez le Royaume-Uni, qui lui est déjà à 4,8, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, 4,8% de taux de chômage. Donc attention, parce que ça, le marché le sanctionnera, je vous le dis. C'est ça qui fera peur au marché en réalité. Le marché aura peur de la détérioration économique, tout ça parce que il sait aussi qu'il est très bien valorisé malgré tout. On le voit ici, on est quand même sur des niveaux de valorisation assez élevés. Voilà. Lorsqu'on regarde indice par indice, vous avez quand même des valorisations, voilà, par rapport, bien entendu, aux 75% du temps, par rapport à la moyenne, on est quand même très élevé. Alors, il y a des explications, on est dans un monde quand même qui fait de la croissance, il y a de l'argent partout, il faut bien investir, etc., etc., très bien, mais malgré tout, on est sur des valorisations élevées. Donc, tant que le marché n'a pas envie de prendre un prétexte, n'a pas envie, évidemment, de corriger, tout va bien. Tant que vous avez du momentum, tant qu'il y a de l'argent, tant que les gens veulent investir, etc., très bien. Et je dirais même, tant que c'est la foire et que les gens savent qu'ils doivent se débrouiller par eux-mêmes pour faire fructifier leur capital, très bien. Le jour où ça change et que la peur prend le dessus sur l'intérêt de faire, bien évidemment, fructifier son capital, là, à ce moment-là, vous avez la sanction. Donc, je disais, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, on sait aussi, on n'est pas aveugle, on sait aussi que ce rallye, globalement, est porté par une poignée de valeurs. C'est là aussi qu'il faut bien comprendre une chose. Parce que, évidemment, j'ai beaucoup, ces dernières semaines, beaucoup de messages en ce sens. Beaucoup de gens me disent, je suis short parce que beaucoup de gens ont peur, parce que j'ai peur, parce que on est en crise, parce que tel ou tel créateur de contenu est short, etc., parce que Marc Toiti a fait une nouvelle vidéo et il est encore plus catastrophique, c'est dire, que la vidéo précédente. Donc, déjà, ce qu'il faut évidemment bien comprendre, c'est que lorsque vous regardez le S&P 500, lorsque vous regardez le S&P 500, en fait, vous regardez NAMA. Vous regardez Nvidia, Apple, Microsoft et Amazon. C'est un quart du S&P 500. Donc, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est pas de savoir si l'économie des États-Unis va mal. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que NAMA, Nvidia, Apple, Microsoft et Amazon vont bien ou pas? Est-ce que ces quatre valeurs-là sont en bulle en termes de valorisation? La réponse, aujourd'hui, pour moi, c'est non. C'est-à-dire que, est-ce que ces quatre valeurs-là sont en bonne santé? La réponse est oui, en très bonne santé. On verra, encore une fois, avec les publications qui vont venir, mais au moment où on se parle, elles sont en très bonne santé. Est-ce qu'elles sont sur des niveaux de valorisation que l'on peut assimiler à des bulles? Pour moi, la réponse, c'est non. Elles sont chères, elles sont très chères, on est d'accord, mais elles ne sont pas en bulle, d'accord? Donc, pour moi, c'est ça qu'il faut regarder. Et il faut bien comprendre que lorsque vous regardez une vidéo, que j'adore par ailleurs, parce que les vidéos de Marc Toiti sont exceptionnelles, c'est quelqu'un de factuel. Alors moi je me fais souvent taper dessus parce que je le défends et tout, c'est pas grave, je m'en fiche. Moi j'adore son travail et c'est pour ça que je pense que c'est essentiel de regarder. Mais il faut bien comprendre que le marché ne regarde pas les vidéos de Marc Toiti, et le marché regarde par contre les publications de Nvidia, de Amazon et de Apple. C'est ça qui est intéressant, d'accord?
Donc, il faut bien comprendre que là aussi, on a des différences. On associe bien évidemment toujours la performance des indices avec la performance de l'économie du pays concerné, mais en réalité, c'est absolument faux. Pas du tout ça. Un indice reflète l'économie, reflète une partie de l'économie, parce que l'essentiel des entreprises américaines sont non cotées, évidemment. L'immense majorité des entreprises américaines sont non cotées. Donc déjà, les cotés ne représentent qu'une toute petite partie de l'économie. Les cotés qui sont dans le S&P 500 représentent encore une toute petite partie. Et celles qui représentent 25% du S&P 500, c'est 4 valeurs. Voilà, c'est tout. C'est 4 entreprises. Donc, voilà, on ne peut pas, pour moi, évidemment, dire, à mon sens, que, évidemment, aujourd'hui, les marchés reflètent parfaitement l'économie. Donc, c'est là aussi où il faut bien comprendre que... donc voilà, on est évidemment, donc on a eu une pointe sur le VIX, là, vous l'avez vu, notamment la semaine dernière, et puis voilà, a priori, c'est quelque chose qui est assez classique. Avant, logiquement, d'ici la fin de l'année, évidemment, pousser, je l'espère, vers quelque chose de plutôt positif. Côté négatif. Évidemment, ce qui se passe, c'est que bien, on se rend compte en effet que la tech qui n'est pas profitable arrive sur des niveaux quand même assez importants. Donc ça aussi, on le sait en termes de valorisation. Il va falloir, bien entendu, regarder. Vous le savez, ça fait depuis déjà l'année dernière, moi, je vous parle beaucoup, bien entendu, du reste du monde, hors États-Unis, évidemment, pays émergents, etc. On a beaucoup parlé de la Corée également, Corée du Sud, bien sûr. Je vous ai beaucoup parlé de l'Amérique latine, que j'aime beaucoup, même si c'est évidemment plus instable. Et évidemment, la question que beaucoup me posent, c'est est-ce que il reste encore du potentiel sur les pays émergents? Moi, je pense que oui. Je trouve que, voilà, même si là on a fait un gros rebond, il y a une petite conso, mais on a fait un gros rebond, je trouve que, voilà, on est quand même sur des figures de retournement, et je ne serais pas surpris, encore une fois, que sur les années à venir, sur les 10-15 années à venir, on ait là aussi une surperformance du reste du monde par rapport aux États-Unis. Voilà. Maintenant, évidemment, c'est pas sûr, parce qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en considération. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un monde ultra complexe, donc il faut éviter de tirer des conclusions trop hâtives, il faut éviter d'avoir des certitudes, parce qu'en général, lorsqu'on en a, on se fait ramasser. Donc il faut faire gaffe, d'autant que, voilà, on a le dollar aussi, que tout le monde avait condamné, et pour le coup, nous, sur la chaîne, vous le savez, on avait... annoncer les probabilités que le dollar rebondisse à partir du moment où Powell réactiverait la baisse des taux. Vous regarderez ces dernières semaines, le point bas du dollar, c'est pile le soir où Jérôme Powell a annoncé la reprise des taux, là où tout le monde avait dit que ça allait baisser encore plus. Finalement, on se rend compte que le marché l'avait extrêmement bien pricé. Ma question, et le graphique qui m'intéresse beaucoup, c'est celui-ci. C'est lorsqu'on regarde le dollar, donc au-delà du rebond qu'on a eu, qu'on avait effectivement plus ou moins anticipé, etc. Très bien, ok, on fait ce rebond, là ça paraît petit, mais c'est quand même un joli rebond. Toute la question est de savoir finalement cette figure, vers où elle va aller. Et d'ailleurs, vous avez un graphique qui est intéressant également, c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar aussi, bon, il y a eu la conso, et là, on est en train de fabriquer, je vous le montre pas là, mais on est en train de fabriquer une figure. Donc là aussi, ça va être très intéressant pour moi de regarder les devises, de regarder le dollar et l'euro-dollar. Qu'est-ce que ça va faire ces prochaines semaines, parce que évidemment il va y avoir de l'impact sur les marchés. Donc toute la question est de savoir, est-ce que cette figure là va continuer de congestionner encore un petit peu plus, est-ce qu'elle va casser par le haut, est-ce qu'elle va casser par le bas, et en fonction on aura très certainement des alertes. Vous avez également d'autres actifs, je ne peux pas tout vous montrer en une vidéo, on a d'autres actifs notamment comme le pétrole. Regardez le pétrole qui a fait une belle zone de support. Tant que vous restez dans la figure de congestion, donc là on est venu sur le bas de la figure, on a fait un rebond sur le pétrole, donc peut-être qu'on va aller sur la figure. Tant que vous restez dans cette figure là, grosso modo le marché s'en satisfait. Casser la figure par le haut, vous avez un scénario pour moi inflationniste qui serait évidemment négatif pour les marchés, et vous avez probablement un marché qui pourrait ressembler en 2026 un petit peu à ce qu'on avait vécu lors de la baisse des marchés fin 2021 et 2022, c'est-à-dire un marché où il y avait eu les pétrolières évidemment qui avaient flambé, il y avait eu le luxe qui avait tenu, mais grosso modo tout le reste était pété la gueule, et notamment la tech.
On l'a oublié, hein, c'était il y a 3 ans, mais on l'a déjà oublié, en tout cas pour ceux qui étaient là il y a 3 ans. Donc pour moi, voilà. Et à l'inverse, ou cassé par le bas sur le pétrole, là pour moi le marché sera plutôt une récession et ce sera évidemment négatif également. Donc pour moi, c'est vraiment aussi, voilà, vous avez quelques indicateurs pour moi à regarder aujourd'hui. Vous avez évidemment, numéro 1, le taux de chômage, parce que le taux de chômage va déclencher tout ça, à mon sens, je pense. Encore une fois, je suis pas économiste, je suis un passionné d'économie, je vous relate tout ce que j'ingurgite toute la semaine et j'essaie de vous le retransmettre. Après, voilà, vous faites vos recherches, vos analyses et vous vous dites, tiens, là il a raison, là il a tort, et vous complétez en commentaire. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, avec bienveillance, bien sûr, comme d'habitude, mais vous pouvez compléter et moi je suis ravi de vous lire à chaque fois. Mais voilà, pour moi, il y a 3 choses principales qu'il faut regarder. Taux de chômage aux États-Unis, le pétrole et donc le comportement du pétrole et le comportement donc du dollar et de l'euro-dollar. Donc pour moi, voilà, c'est les choses à regarder. Donc mon scénario principal hein, dans tout ça, au final, à ce stade, je dis bien à ce stade, bien entendu, n'a absolument pas changé. Je suis toujours dans un scénario pour moi sur de la hausse pour la fin de l'année. Donc on a eu pour moi cette période de volatilité. Donc là, elle s'est achevée. D'ailleurs, il faudra que je le décale. Mais pour moi, voilà, on est plutôt sur cette période-là, et là je pense qu'on aura plutôt, alors on peut avoir encore un peu bien sûr de volatilité, mais globalement pour moi on va s'orienter sur un marché beaucoup plus agréable pour la fin de l'année, et je l'espère éventuellement le début de l'année prochaine. En revanche, c'est là où on aura pour moi des indicateurs, s'il n'arrive pas avant, sur la santé réelle de l'économie américaine, et notamment avec ce fameux taux de chômage qui aura bougé ou pas, peut-être il n'aura pas bougé, puisque d'ailleurs la plupart des économistes, 80% des économistes disent qu'il n'y aura pas de récession, moi je veux bien les croire, il n'y a pas de problème, mais en fait je veux quand même le vérifier. Et si en effet on s'aperçoit pour moi premier trimestre 2026 qu'on n'a pas de récession, etc., là par contre on pourra se dire, ah, ben, tiens, finalement le marché s'en est sorti, et l'économie s'en est sortie. Mais pour moi, encore, ce scénario n'est pas exclu. Donc moi, ce que je m'attends, pour faire un résumé, c'est toujours la même chose, le scénario ne change pas, vous le savez, vous qui me suivez pour certains depuis des mois, c'est plutôt un marché favorable d'ici la fin de l'année et début de l'année prochaine, et par contre derrière, je pense qu'à minima, on aura des figures de grosse congestion, pour attendre éventuellement que les valorisations baissent. Voilà globalement ce que je voulais vous dire. Donc cette semaine, vous aurez un article sur la défisque à la table des investisseurs, notamment. Donc je sais que ce moment les impôts c'est un sujet. Wow, la vache, le nombre de messages que vous m'envoyez sur ça, entre les gens énervés et ceux qui payent trop d'impôts, mais c'est vrai que c'est un gros sujet. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. On fera pas la semaine prochaine, la suivante je crois. On fera bien sûr le suivi du portefeuille Forteresse, vous le savez, qui a bien marché, très très bien marché. Donc génial, on est vraiment très content. Une belle réussite ce portefeuille. Pour le coup, c'est un portefeuille public, vous le savez, que vous pouvez copier, reprendre, prendre en route, hein, puisque c'est un DCA. On compare les deux, la formule en un coup et la formule DCA, donc vous pouvez regarder. Bien entendu, c'est accessible gratuitement, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous avez les liens un peu partout, à droite et à gauche. Bon, maintenant que j'ai fait une intro courte comme d'habitude, mais elle me paraissait quand même essentielle, bon, bien sûr, la réalité, et la seule finalement réalité, sont les graphiques. Et les graphiques, à ce stade, pour moi, je ne change pas, toujours pas, au moment où on se parle en tout cas, et ça arrivera hein, à un moment donné, un vendredi, je vous dirai, bon ben là c'est différent. Mais depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, je vous dis la même chose. À ce stade, lorsque je fais l'analyse objective, j'ai bien dit objective, je ne donne pas un biais, je vous dis pas je pense que, je vous dis objectivement. Objectivement, en données, en unité de temps mensuelle, en unité de temps longue, le graphique est au-dessus, les chandeliers sont au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois, qui est haussière. Donc à long terme, on est haussier. En hebdomadaire, c'est strictement la même chose. Ok ? On est haussier, etc., etc. Et en journalier, à ce stade, c'est la même chose, on est haussier, etc., etc. Alors, évidemment, comme d'habitude, tout le monde me dit, oui, mais il y a un double, triple, quadruple top, je sais pas quoi, etc. Évidemment, bien sûr. Du moment où vous n'avez pas réalisé
vous n'êtes pas sur vos plus hauts historiques, vous avez toujours une résistance au-dessus de la tête. Du moment où vous ne faites pas un nouveau plus haut historique, vous avez toujours une résistance au-dessus de la tête. Donc, est-ce qu'on a une résistance au-dessus de la tête? Bien sûr, on a une énorme résistance au-dessus de la tête. C'est les plus hauts de 2024, de mai aussi 2024, et les plus hauts de 2025. Donc, la réalité, c'est oui. Donc, est-ce que cette zone-là va être méchamment vendue et qu'on va avoir une correction massive et que c'est là qu'on va retourner le marché définitivement? Peut-être, peut-être. Mais à ce stade, ce n'est pas mon scénario privilégié, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok? Ce qu'il faut faire, c'est procéder encore une fois par étapes. C'est le plus important. Vous devez d'abord comprendre déjà que lorsque l'on regarde ce graphique-là, sur le CAC 40, voilà, tout le monde s'affole dès qu'il y a une baisse, mais en réalité, si on prend le plus bas ici du 1er août, c'est facile, 1er août, donc c'était il y a 4-5 mois, eh bien, depuis, le CAC 40, dividende non réinvesti, a pris 10%. 10%, d'accord? C'est pas rien, 10%, c'est un sacré mouvement. Alors ça s'est fait dans de la volatilité, ça s'est fait avec des écarts, etc. Très bien, mais on a quand même pris 10%. Donc à un moment donné, il faut bien comprendre aussi que si on veut véritablement avoir notre scénario principal, c'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire que bon, l'objectif pour moi, c'est d'aller éventuellement jusqu'à février. Bon, si on veut avoir un scénario comme ça, il faut que notre CAC 40 construise et après attaque une tendance pour après plus tard éventuellement se retourner. Mais il faut bien comprendre qu'il faut attendre du monde. Ça arrive parfois, mais généralement, un indice ne monte pas comme ça. C'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare, d'accord? Donc on a besoin de construction, on a besoin d'accumulation, on a besoin que des investisseurs prennent le temps d'investir sur des valeurs intéressantes. Donc moi, ce que je veux voir, maintenant qu'on est sur la TH, c'est contrairement à ce qu'on a eu ici, où il n'y a pas eu de construction, là, il n'y a pas eu de construction, moi, ce que je veux voir, et qui me fera dire, oula, ça sent bon, vraiment ça sent bon, c'est que je veux voir ici ma construction, voilà. Et à partir de quel moment on remet en cause, en question pour moi, ce sentiment-là que le momentum est en train de baisser, lorsque vous avez, voilà, il y a un joli gap là ici, voilà, gap haussier qui a été ouvert, donc mercredi de la semaine dernière. Donc pour moi, tant que vous êtes au-dessus de ce gap, tant que vous tenez ce gap ouvert, au-dessus des 8000, c'est facile pour le coup, au-dessus des 8000 points, tant que vous tenez ce gap ouvert, pour moi, c'est potentiellement une zone de construction. Maintenant, est-ce que la zone de construction, elle va durer une semaine de plus, elle va durer 2 semaines de plus, elle va durer un mois de plus? Très sincèrement, j'en sais rien. Et personne ne peut le savoir. Idéalement, moi, ce que j'aimerais beaucoup, évidemment, vous le savez, c'est que plus elle est longue, mieux c'est. Plus elle est longue, mieux derrière, on peut avoir effectivement un scénario avec une hausse, un dernier trend beaucoup plus durable. Donc, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que la M200, là, normalement, devrait arriver. J'aimerais qu'on ait cette construction, etc. Qu'on ait la M200 qui vient s'appuyer et que derrière, on ait de la hausse. Voilà. Bon, ça, c'est le scénario un peu idéal, hein, globalement. Mais ouais, c'est ce que j'aimerais. Voilà. Qu'on attende tranquillement la M200 qui se redresse et qu'on ait cette petite congestion, voilà, jusqu'à début novembre. Et éventuellement, on ait une cassure par le haut. Voilà. Maintenant, c'est pas moi qui décide, hein, les amis. En revanche, effectivement, si on repasse sous les 8000 points, si on commence à venir combler ce gap-là, et qu'on commence même à revenir sur le haut de la figure, etc., alors pour moi, on n'aura pas retourné toutefois la tendance de moyen terme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste qu'on aura pour moi perdu du momentum, perdu du temps et du momentum. Mais on n'aura pas retourné la tendance. Voilà. À partir de quand, vraiment, par contre, je me dis, oula, là on a retourné, je pense, la tendance. Pour moi, c'est quand on réintègre cette figure. Donc quand on repasse sous ces zones-là, oh, pardon, je fais n'importe quoi. Voilà, quand on repasse sous cette zone-là, sous la zone en pointillé, pour moi, là, par contre, on dégrade vraiment en moyen terme. Donc, il faut faire gaffe. Ensuite, nous avons le small. Alors, le small, il est intéressant, en ce sens où lui, il est déjà dans sa construction. Donc, il n'a pas trop bougé. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait un petit peu dessiné. Je vous avais dit la semaine dernière. Ce que j'attends, c'est à partir de là qu'on ait cette fameuse construction. D'accord? Donc, nous y sommes. Voilà, nous y sommes. On est là-dedans. Donc, réduction de volatilité. On a cette espèce de biseau un peu court-termiste, là, comme ça. Donc, idéalement, il faudrait arriver à repasser au-dessus pour donner le premier signal, et ensuite déclencher le mouvement que je vous expliquais là. Mais même si on ne le fait pas, même si on ne le réalise pas, même si ça casse par le bas, pour moi, c'est une opportunité aussi pour éventuellement construire, et ensuite faire la figure, éventuellement, de long terme. Ok? Donc, dans les deux cas, pour moi, ce ne sera pas grave.
là, ce sera très très bien si on fait ça. Ce sera pas mal du tout là-haut également si on fait ça. À partir de quel moment je me dis, bon, là, par contre, ça me gêne un peu, bah, voilà, sous les 15 200, quelque chose comme ça, 15 200, 15 100. Là, bon, a fortiori, hein, vraiment sous les 15 000, voilà, pour prendre un peu, pour avoir un chiffre rond. Mais voilà, globalement, sous les 15 000, là, je considérerais que cette zone d'accumulation est plutôt un double top qui est en train de se retourner, ligne de coup cassée, etc. Voilà, je me dirais, là, par contre, des amis, voilà, tout n'est pas perdu, mais quand même, je trouve que c'est un peu topiche. Voilà, d'autant que vous le savez quand même, pour moi, ce graphique-là est un graphique qui, je pense, se retournera à la baisse, car pour moi, voilà, on arrive quand même sur des zones qui sont généralement sur du long terme, sur le CAC Small, qui sont généralement des zones qui sont vendues. Donc on peut jouer encore un scénario avec un peu de hausse hein, pour aller chercher les 17 000, pourquoi pas les 18 000 un petit peu en excès, mais derrière en effet, je m'attends quand même à minima à une correction pour 2026. Voilà, comme ça vous avez tout. Je peux pas être plus précis et je peux pas me mouiller plus que ça sur tout ce que j'ai dans ma tête. Hein. Voilà. Vous savez très exactement ce que je pense et comment je vois l'avenir et surtout quels sont les scénarios que j'ai en tête pour pouvoir les jouer. Encore une fois, l'idée de manière générale, c'est pas d'avoir raison. L'idée, c'est surtout d'avoir plusieurs scénarios et de les affiner en fonction de ce que les graphiques vont nous montrer. Ok. Alors, on passe aux actions si vous le voulez bien. Et donc on passe bien sûr à des actions. Alors L'Oréal, moi j'ai toujours le même avis hein, sur L'Oréal, je ne change pas. Pour moi c'est une belle valeur, il n'y a rien à dire, mais je trouve que c'est bien valorisé. Et d'ailleurs, L'Oréal, quand vous regardez le graphique, hein, voilà, on est où on est là. Voilà, L'Oréal, on est sur les prix, c'est fou, hein, on est sur les prix aujourd'hui. Voilà, vous êtes sur le prix de juin 2021. Donc L'Oréal, si vous avez du L'Oréal, hormis le dividende que je crois qui n'est pas énorme sur L'Oréal, eh bien si vous êtes actionnaire de L'Oréal depuis juin 2021, eh bien tout simplement, vous n'avez pas gagné d'argent sur L'Oréal. Donc ça fait 4 ans que vous avez une très 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 belle valeur en portefeuille et pour autant vous n'avez pas gagné d'argent. Pourquoi? Parce que le timing n'est pas bon. C'est pour ça que même si moi les discours qui me disent, moi, j'achète, même si c'est cher, je m'en fous, parce que de toute façon, c'est une très belle valeur, et que de toute façon, dans 5 ans, je retrouverai mon argent, je comprends absolument pas ce discours-là. Voilà. C'est pas parce que c'est une belle valeur que vous devez l'acheter à n'importe quel prix, et à n'importe quel timing. Donc, en revanche, clairement, si on a une opportunité sur L'Oréal pour revenir sous les 300 €, ça peut être une première porte d'entrée. Si cette porte d'entrée s'ajoute à une opportunité dans la zone des 170 €, on a une seconde porte d'entrée. Ce qui fait qu'un investisseur patient, il va prendre un petit peu de L'Oréal ici sur les 300 et un petit peu de L'Oréal aussi sur les 155. Donc selon l'accumulation qu'il va faire, ils vont avoir un prix aux alentours des 240. C'est pas non plus l'opportunité du siècle, mais déjà ce sera beaucoup mieux et l'espérance de gain surtout sera beaucoup plus forte. Voilà, grosso modo, mon avis sur L'Oréal. Il n'enlève à rien que c'est une très très belle valeur, bien entendu. On continue. Alors, rapidement avec BNP Paribas, parce que c'est vrai qu'on a fait une intro qui était longue, mais je pense nécessaire. BNP Paribas, j'ai toujours le même avis. Moi, pas avant minimum première opportunité, voilà, minimum les 60. Et après, éventuellement, renfort sur les 50. Et après, si vraiment ça va plus bas, aux alentours des 40. Mais là, pour moi, même si la baisse, effectivement, elle peut paraître intéressante. Voilà. Mais ça, on en avait déjà parlé. Voilà. Regardez les vidéos précédentes. Je vous avais dit, là, on l'avait mis dans l'ellipse. Hein, je vous avais dit, attention, cette zone-là, c'est plutôt une zone de vente. Alors évidemment, le marché trouve un prétexte, etc., comme d'habitude. Mais voilà, on l'avait dit. C'est pour ça que là aussi, toujours dans les zones de vente, il faut faire extrêmement attention. Ok. Amundi, très très belle valeur, et évidemment, elle est où elle est là. Mais là, c'est pareil. On n'est pas, pour moi, sur des niveaux extrêmement intéressants. Voilà, encore une fois, donc elle peut bien sûr hein, revenir sur les 75, etc. Mais pour moi, le potentiel, il n'est pas énorme. Globalement, vous avez une zone de vente qui est globalement ici, et globalement, vous avez une zone d'achat qui est ici. Voilà. Alors, je dis pas que voilà, ceux qui veulent absolument acheter du Amundi, qu'ils attendent que le titre aille sur les 46. Il y a peut-être déjà une opportunité qui pourrait se dessiner en accumulation sur les 55. Mais voilà, je pense que là, on est un peu au milieu du gué et qu'il n'y a pas forcément des opportunités. Attendez plutôt éventuellement ces zones-là pour essayer de
trouver un point d'entrée plutôt sympa. ST Micro Electronics, déception, une grosse déception sur la publication. Bon, voilà, je ne vais pas commenter plus que ça. Pour moi, ça n'a quand même pas changé véritablement la figure de long terme. Voilà, on est toujours dans une tendance haussière de long terme. Est-ce que on a besoin de consolider beaucoup plus et de construire là-dedans? Très certainement. Voilà ce que je peux dire, hein. Globalement, on peut le regarder donc en journalier. Bon, en journalier, voilà, on a ça. On revient sur ce support-là, voilà, qui va peut-être être joué pour du rebond technique. Nous verrons, mais voilà, il n'y a pas véritablement de construction. Si on lâche, par contre, si on lâche, il y aura une opportunité, certainement dans la zone ici, voilà, des 18 €, on verra. Il faut laisser tout ça, à mon sens, hein, mûrir très tranquillement. Je vais essayer de rien oublier cette fois-ci. Thales, même analyse que précédemment. Pour moi, voilà, on l'avait dit, hein, ici c'est plutôt une zone où il faut faire attention. Je pense qu'on est plutôt sur un actif qui va construire un canal, ou en tout cas une figure de long terme. Voilà, ça fait partie des actifs pour moi qu'il faut plutôt payer sur repli. J'imagine que ça va mettre du temps, qu'il va falloir de la conso, etc. Donc pour le moment, il y a de la volatilité, y compris à long terme. Pas d'opportunité à mon sens, à part éventuellement pour le trading court terme, mais à long terme, je ne vois pas une opportunité délirante. C'est bien valorisé aujourd'hui quand même, Thales, donc voilà, plutôt à éviter pour moi. Même si évidemment c'est une très belle valeur. Tiens, on peut la regarder si vous voulez sur Investing, voilà. Donc ouais, on est quand même, voilà, on a quand même un bon PER. Donc c'est quand même, d'ailleurs, au niveau de la juste valeur, voilà, le potentiel aussi est très limité sur Thales. Voilà, donc globalement, moi je serais plutôt quand même, même si voilà, ça n'enlève à rien que c'est quand même une très belle valeur, mais je serais plutôt prudent quand même entre les niveaux techniques et les niveaux de valo. Je serais quand même globalement prudent sur Thales et Edenred. Alors tiens, c'était la petite surprise de cette semaine, une belle publication d'Edenred. Donc bon, très bien, on la regarde en journalier là parce que c'est du trading. Donc on était sur cette zone là. D'ailleurs on avait un petit peu parlé de la possibilité, hein, ça devait être la vidéo du vendredi 3 octobre. Bon voilà, la publication a propulsé. Maintenant il faut faire la suite, c'est-à-dire que maintenant ce que je veux encore une fois, c'est qu'à partir de là on ait cette construction, donc c'est pas mal déjà, on a la première vague hein, qui est très difficile à choper, mais maintenant je veux la construction là-dedans, et si on l'a, derrière on jouera le break, donc c'est à suivre, ça peut faire partie des valeurs qui peuvent continuer, alors encore une fois, hein, c'est pas parce que vous avez fait un rebond qui est spectaculaire, un rebond de 30%, derrière si vraiment la valeur a décidé de se retourner, eh bien, vous pouvez avoir un gros trend, hein. On pense à Kering, qu'on va regarder tout à l'heure. Kering, elle a fait 30%, puis derrière, elle en a fait 70 autres, hein. Donc, il faut y penser, y compris des grosses valeurs. Soitec, qui a tenu, malgré tout, malgré les difficultés, Soitec a tenu. Alors, ça se regarde, c'est tôt encore, c'est très tôt, on n'a pas retourné les tendances. Donc, on est sur des biseaux descendants qui ont cassé, on a fait le pullback avec beaucoup de violence. Derrière, il y a eu la petite construction, paf, et on relance, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, ça aussi, ça peut faire partie des valeurs qui, à un moment donné, peuvent faire du rattrapage. Donc là aussi, vous êtes dans un scénario où ça peut construire là-dedans avant éventuellement de breaker. Donc c'est ça qu'on va regarder. En watchlist, ça peut être également une action qui peut éventuellement sortir la tête de l'eau si, bien entendu, le marché se reprend. Enfin, déclenche surtout, c'est pas se reprend, déclenche surtout sa hausse pour la fin de l'année, d'autant que Soitec en plus c'est une valeur qui, vous le savez, est capable d'accélérer. Hermès, bon comportement sur la zone, donc sur la zone de support oblique. Donc derrière, voilà, on avait proposé à l'époque un achat au-dessus des 2120 pour les traders. Voilà, même si pour moi c'est pas une action de trading Hermès parce que c'est un peu mou. Voilà, je change pas mon avis sur Hermès. Est-ce qu'elle peut aller plus haut? La réponse, bien évidemment, c'est oui. Évidemment que si le CAC 40 explose à la hausse, elle ira plus haut. Maintenant, est-ce que c'est une opportunité de long terme? Moi, je ne crois pas. Pour moi, minimum, ce serait de revenir plutôt aux alentours des 1600 €. Voilà, ça reste une valeur magnifique, mais ça reste cher. Donc, voilà. Au moins, si vous décidez de rentrer maintenant, prévoyez des renforts sur les niveaux
suivant à mon sens. Et donc on a Kering, personne n'en voulait, Kering, il y a ça quelques mois, on s'en souvient, et puis derrière, voilà, ce que je vous disais, hein, Kering, elle a pris 136%, donc elle a fait le rebond de 30% ici, et puis derrière elle a pris 100% de plus. Donc là aussi, la zone a été quand même bien achetée, donc c'est intéressant. Ce qui est difficile actuellement sur Kering, c'est qu'il n'y a pas 1000 endroits pour rentrer. Il y en a eu un petit peu au début. Voilà. Au début, on a eu les figures, etc., qu'on avait travaillé. Il y en a eu une également ici. Il y en a eu une également très belle ici. Voilà, on a des figures de congestion qui ont été assez intéressantes. Mais depuis, c'est très compliqué. Depuis, c'est des gaps, mèche rouge, gap, mèche rouge, gap, mèche rouge. Donc c'est un petit peu compliqué. Ça avance un petit peu en reculant. C'est marrant. Et donc, ce qu'il faudrait éventuellement, c'est le pattern intermédiaire pour pouvoir retenter quelque chose, que j'espérais d'ailleurs plutôt là, et qu'on n'a finalement pas eu. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire. Hein, Kering, c'est très ferme. Là, pour le coup, on a retourné la tendance pour moi. Sauf que on n'a pas eu, on aura de toute façon tôt ou tard la grosse figure qui permettra véritablement de vérifier si on a la capacité de la casser par le haut. Et là, pour le coup, d'amener le titre vers, entre guillemets, pourquoi pas une recovery. Valeo, publication intéressante hein, de Valeo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Publication pas moche, enfin selon moi, pas trop moche. Ah ben d'ailleurs voilà, plus 7. Alors elle était intéressante, on en avait parlé de Valeo. Vous avez dit, voilà, ce qui nous intéresse c'est de tenir cette zone de résistance oblique. On l'a tenue, on a congestionné, et derrière on a briqué. D'ailleurs, ça avait dû un petit peu, certainement vu la bougie d'hier, ça avait dû un petit peu parler. Donc pour moi c'est un titre voilà, qui est vraiment en retournement. Bah, d'ailleurs on avait mis un petit peu voilà, l'espoir du retournement. Maintenant là aussi pour moi watchlist parce que derrière voilà, derrière ça peut être intéressant. De toute façon tout le secteur mon auto m'intéresse aujourd'hui. Il faut qu'il déclenche mais pour moi m'intéresse. Pour moi la performance du CAC 40 se fera avec une rotation sectorielle. On l'a déjà eu un petit peu c'est-à-dire cette semaine et même la semaine d'avant. Mais pour moi ça peut durer. Et si ça dure, il y a fort à parier que ce genre de valeur-là en profite. Et évidemment, il y a du rattrapage à faire. Hein. Là, c'est pareil. Valeo, ceux qui disent que c'est trop tard, j'ai envie de dire, là, elle a rebondi depuis les plus bas, certes de 70%, mais le chemin pour revenir juste au plus haut de 2023, c'est-à-dire il y a 2 ans, hein, il y a 2 ans, hein, c'est tout, il reste encore 80% à faire. Donc, croyez-moi que, en l'occurrence, vous avez encore un potentiel haussier, à condition, bien évidemment, que le marché le veuille bien. Vinci, toujours le même avis. Alors, c'est une magnifique valeur, etc., etc. Il n'y a rien à dire, mais moi, j'ai le même avis. Alors, on a eu la correction. On a eu quand même une belle correction. On a eu une correction quand même de 13%. C'est pas mal hein, pour Vinci. Mais moi, c'est pas une zone d'achat. Alors, en trading, pourquoi pas, même si là, c'est difficile à trader, Vinci, parce que c'est manque de directionnalité. Mais malgré tout, pourquoi pas. Minimum revenir pour les investisseurs sous les 100 € pour moi sur Vinci. Planisware, on en avait parlé, c'était une des valeurs à suivre avec la figure de retournement en cassure des plus bas. Et là, on a eu ce que je vous explique très régulièrement aussi, c'est du trading de contre-tendance. Je vous dis très souvent, lorsqu'on casse les plus bas historiques et qu'on fabrique une figure de retournement, c'est très intéressant de la jouer. Et là, c'est typiquement ce qu'on a eu. Alors, est-ce que c'est une épaule tête-épaule inversée mal foutue? Bon, peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a eu. Derrière, on break. C'est très propre, hein, ce qu'elle a fait Planisware, hein, pour le coup. Très propre. On break ici. On fait le pullback ici. D'accord. Et derrière, on re-break. Nouveau pullback. Et on continue. Donc, vraiment, c'était intéressant. Voilà. Donc, est-ce que le rebond est terminé? Je ne sais pas. On a déjà fait un rebond de 30%. C'est pas mal pour Planisware. Pour moi, grosso modo, on n'est pas loin quand même de la zone d'objectif. Hein. En tout cas, du premier objectif, elle est là, la zone. Donc, vous avez les plus hauts pour moi de juillet, correspond ici au plus haut de novembre 2024. Vous avez la MM200. Donc, attention, potentiellement, si vous avez un signal de retournement, vous pouvez retourner la tendance. Court terme, parce que n'oublions pas aussi que, voilà, on a cette oblique-là. Donc, ouais, toute cette zone-là, quand même, à mon avis, il y a du monde pour vendre. Donc, attention. Air France. Alors moi c'est un trade que j'ai tenté sur Air France, qui n'a pas pris du tout pour le coup. Voilà. Je vous montre comme d'habitude, hein, je vous montre les réussites et les échecs. Comme ça vous voyez que tout ne marche pas toujours tout le temps, malheureusement.
Je trouvais que la... Alors, c'est pas mort encore hein, sur Air France. Si j'ai un nouveau signal, je retenterai parce que j'ai toujours 2 cartouches dans mon petit fusil de trading. Et en l'occurrence, ce que j'aimais bien, c'était la zone. Voilà, la zone. Alors, c'est toujours baissier de long terme. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a retourné pour moi la tendance de court terme, puisqu'on a retourné la M200. Donc, ça, c'est pas mal. Pour moi, elle est en train de construire une figure. Pour moi, ce qui était intéressant, il y avait la petite congestion qui était pas mal, avec appui M10 de mémoire. Voilà, appui M10. Donc, je tente l'achat au-dessus de la M10. Donc, je suis déclenché pour quelques centimes. D'accord. Déclenché ici. Et derrière, le lendemain, la bougie est plutôt pas mal, la bougie est bleue ici, et le lendemain, paf, on sort. Alors, c'est que dalle, hein, c'est moins 3,30. Hein, donc, autant vous dire que moins 3%, bon, c'est très peu. C'est ma philosophie, c'est ma manière de trader, vous le savez. Est-ce que c'est mort définitivement? Non, on va encore regarder. Voilà, on peut avoir cette figure-là aussi, mais moi maintenant, ce que j'attends, ben, c'est une nouvelle figure. Donc maintenant, je vais attendre éventuellement un rebond, éventuellement une congestion. Et là, si j'ai à nouveau ça, je ferai une nouvelle tentative en mettant voilà, un ordre ici, etc. Et le stop, je le mettrai en dessous. Voilà. Je me donne 2 tentatives. Tant qu'on tient la M200, pour moi, c'est encore jouable. Voilà, grosso modo, pour la France. Mais pour le moment, ça ne veut pas. Forvia, une publication coup-ci, coup-ça. Plutôt pas mal, quand même. Hormis le fait qu'évidemment, c'est une société qui a de la dette. Mais sinon, la publication n'est pas si affreuse que ça, quand même, je trouve. Bref. Maintenant, le graphique, lui, est pas top, 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 top. Enfin, pas, en tout cas, c'est pas question qu'il soit pas top parce qu'on est plutôt au-dessus de la M200, donc ça c'est plutôt positif. Mais en l'occurrence, ce qui est pas top, c'est que il n'y a pas de véritable point d'entrée clair avec une congestion, une figure, quelque chose qui pourrait me faire dire, bah tiens, c'est quand même pas mal. Donc il faut attendre. Voilà, il faut attendre éventuellement quelque chose. Et si on l'a, bah, au-dessus de la M200 qui monte, ça peut être intéressant de tenter. Mais là, j'ai rien pour le moment. Serge Ferrari. Alors, c'était une valeur, vous le savez, que vous avez invité à suivre. Il y a de ça 2 ou 3 semaines, je sais plus. Je m'en souviens plus. Et c'est toujours pas mal. C'est toujours pas mal. Donc là aussi, on a retourné la M10 mensuelle. Vous le savez, vous avez piqué. Donc on avait dit qu'au-dessus des 5,84, il y avait quelque chose à tenter. Bon, depuis, c'est plutôt pas mal, hein, puisque depuis, on a pris jusqu'à 30%. Maintenant, alors c'est un tout petit titre, hein, faites gaffe à la liquidité. Il y avait effectivement une j'ai vu que certains l'avaient vu cette semaine. Il y avait une très très belle zone ici, effectivement, bravo, bien vu, avec triple top, etc. Baisse de volatilité, j'imagine, voilà, réduction des volumes, donc on avait véritablement tout ce qu'on aime, finalement, tout ce que j'aime vous montrer. Donc voilà, plutôt pas mal, plutôt ferme, donc très intéressant. Tant qu'on tient ces niveaux-là, tant qu'on tient cette oblique-là, bah, pour moi, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt des opportunités d'achat en cas de signal. Vivendi, donc si vous le savez, c'est une valeur qu'on suit également de près. Donc là, pour le coup, c'est une valeur, nous, qu'on avait proposée à l'achat, mais on ne l'a pas pris. On l'a pas pris pour une raison simple, c'est qu'il y avait une publication, mais c'était le plan que j'avais dans l'idée. Alors pour le coup, il aurait marché, mais voilà, publication, vous connaissez ma philosophie, publication, on les joue pas. Donc voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a quand même breaké, donc ça m'intéresse. On a effectivement désormais cette zone de résistance qui est ici, donc c'est plutôt pas mal aussi. Et donc désormais, voilà, on va attendre une nouvelle congestion. Et là, derrière, si on a le break, on y va. Je vous rappelle que ce qui m'intéresse sur Vivendi, c'est le graphique mensuel qui est canon. Hop là, qui est canon avec, voilà, ici, voilà, une espèce de figure de très long terme avec la cassure, le pullback et la petite congestion. Donc ce qu'on joue, c'est le redémarrage pour aller chercher les plus hauts ici, c'est-à-dire les 3,50, 3,60 quoi, grosso modo. Ok. Ensuite, nous avons bon Umicore. Je vous fais le suivi. J'en ai plus. Hein, je vous l'avais dit, on s'est fait sortir nous la semaine dernière. Mais c'est pas pour ça que j'ai abandonné l'idée d'en reprendre. Donc nous, vous savez, on avait fait un joli trade là pour le coup, parce qu'on avait payé au-dessus. C'est un trade que je vous avais proposé le vendredi 19 septembre à l'achat, et donc on est sorti de mémoire sur cette mèche là, je crois. Non, sur cette mèche là, je crois. Voilà, sur cette mèche-là. Donc c'était 30% ou quelque chose comme ça.
Voilà, c'est ça. Et ce que je vous disais la semaine dernière, bah, je vous le redis, hein, c'est que grosso modo, ce que j'attends, bah, c'est ça. C'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal. À suivre si éventuellement cette congestion casse par le haut. Pareil, hein, je vous le redis pas, je vous le dis chaque semaine, mais bien évidemment, regardez les dates de publication. Et s'il y a une date de publication, ne la jouez pas. Bon duel, un titre également que je vous avais proposé en suivi, parce que effectivement ça m'intéresse. On a eu enfin ce que j'espérais, c'est-à-dire le repli et la mise en place d'une structure. Donc parce que là, je vous disais, c'est impossible de rentrer. Il y avait un petit truc intéressant là, mais c'était trop tôt. En l'occurrence, depuis, ligne droite, donc extrêmement complexe pour moi de rentrer. Ce qu'on attendait, c'est le repli, et ce qu'on attendait, c'est la congestion. Là, on a les deux, on a le repli et on a la mise en place de la congestion. À suivre donc de très près pour éventuellement, watchlist aussi, pour éventuellement la semaine prochaine. Nokia, titre à suivre également, vous le savez, que vous avez proposé, donc canon, hein. Canon, vraiment intéressant. Là aussi, j'attends ma figure que j'espérais ici, qui n'a pas eu lieu, malheureusement, donc on reporte à au-dessus. Donc ce que j'espère évidemment sur Nokia, c'est qu'on ait une petite figure de congestion pour pouvoir jouer la continuité du trend. Rien à dire. C'est très ferme. Groupe LDLC, là aussi, je sais pas où ça en est. On attendait la congestion, c'était un titre que je vous proposais en suivi. Donc, ouais, c'est vraiment canon, là aussi. On a véritablement la congestion, hop là, que je vous proposais d'attendre. Donc, ça nous intéresse. Donc, à suivre de très près. Pareil, je sais pas quand est-ce qu'ils ont publié ou s'ils publient bientôt, mais il va falloir surveiller. En tout cas, ça m'intéresse. Au-dessus des 12,70, il peut y avoir un signal. Petit titre, faites gaffe, là aussi, au niveau du carnet d'ordre. Ok. Verbio. Alors, tout le monde m'a dit cette semaine qu'elle avait breaké. Que j'avais eu la main verte bio. Donc, ouais, effectivement. Donc, vous avez proposé un achat. Donc voilà, on se souvient du graphe, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, on a fait toute l'analyse avec le redressement, etc. Donc merci encore à celui ou celle qui me l'avait proposé. C'était cool parce que effectivement la config était pas mal, donc je crois qu'apparemment il y en a certains qui en ont profité. Pas moi, il paraît que les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est ça qu'on dit, donc évidemment j'ai été mal chaussé. Mais en tout cas, le break a permis de générer en effet 14%. Donc si vous avez pris effectivement les signaux qu'on avait proposés, après c'est à vous de voir, toujours pareil, c'est à vous de voir, ça dépend quel est votre objectif sur Verbio, est-ce que vous êtes moyen terme, long terme, est-ce que c'était juste du trading, si c'est juste du trading, vous remontez vos stops un peu près, si c'est pas du trading, à ce moment-là, vous le laissez par exemple ici, voilà, et vous accompagnez le plus possible. Mais voilà, et ceux qui n'ont pas pris, il faut espérer alors soit une congestion à partir de là, soit éventuellement un repli, plus congestion, plus cassure. Éventuellement. Ok. Alors, Dassault Systèmes. Effectivement, elle a beaucoup déçu. Est-ce qu'elle rebondit un petit peu aujourd'hui? Bon. Donc, Dassault Systèmes. Bon, on en avait parlé. Moi, je disais, voilà, on va voir si c'est un pullback ou pas. Pour le moment, ça s'est matérialisé un pullback. Pour le moment, ce qu'on disait, c'est que la première zone, pour moi, pour investir, c'était la zone des 30-31. Et la deuxième zone, c'était la zone des 20. Donc pour moi, en réalité, est-ce qu'il y a un renfort à faire? Je crois pas. Pas encore en tout cas. Par contre, la zone des 20 euros, ça m'intéresse. Voilà. Donc si vous n'en avez pas et que vous souhaitez y rentrer, une première position, étant donné que la première, je vous dis, comme d'habitude, moi je vous dis les choses, il n'y a pas de souci. La première position, moi j'avais dit que c'était une première position aux alentours des 30, c'était intéressant. Donc aujourd'hui on est à 26. Donc pour le coup, si vous voulez rentrer une première position, pourquoi pas, mais prévoyez un renfort, du coup, un peu écarté sur le bas de la zone entre les 18 et les 22 euros, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, il faut laisser mûrir. VGP, pareil, c'était un des titres à suivre. Voilà, bon, comme d'habitude, c'est quand on arrive sur les zones de résistance que je vois qu'on commence à en parler. Mais en l'occurrence, ça fait pas mal de temps qu'on en parle, souvenez-vous, depuis notamment le break ici, le retournement, les zones de congestion, la congestion là, etc. Nous, on l'a reproposé sur MTT à l'achat encore au-dessus ici, le vendredi, il y a 15 jours, au-dessus des 98,10 €. Donc voilà, je pense qu'il y a un potentiel supérieur. La zone de résistance, elle est plus très loin, c'est compliqué maintenant de rentrer. Il faut attendre un minima une figure parce que voilà, pour moi, l'objectif, c'est aux alentours des 110. Donc si vous n'avez pas en réalité une véritable figure de continuation, c'est compliqué de rentrer.
Worldline, bon, beaucoup de bruit pour rien hein, sur Worldline, comme d'hab, voilà, il y a beaucoup de volatilité, mais en réalité, lorsque vous regardez le graphique en données mensuelles, bah, il s'est rien passé, quoi. Il s'est rien passé, si ce n'est que, bah, finalement, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de volatilité, bah, au final, la volatilité se réduit, c'est tout le paradoxe. Donc, on voit qu'il y a des bougies de plus en plus petites. Il va y avoir un gros mouvement hein, sur Worldline. Clairement, il faut la surveiller quand même, parce que si ça casse par le haut, le mouvement peut être intéressant, mais en revanche, ça peut casser aussi par le bas. Donc il faut faire gaffe. Pour de l'investissement, évidemment, il faut faire extrêmement attention. Maintenant, pour du trading, bah, ça se regarde toujours. Il y a malgré tout énormément de boulot à faire. Ce que je disais ici début octobre, je le redis là, fin octobre, il va falloir déjà revenir, redépasser cet oblique ici, se remettre dans de bonnes dispositions au-dessus des 3 euros, et au-dessus des 3 euros, arriver à breaker les 3,50 €, s'installer au-dessus des 3,50 € pour ensuite construire une nouvelle figure au-dessus, en attendant l'AM200, etc., etc. Donc, autrement dit, ou de manière plus courte et plus simple, on est loin encore d'avoir retourné la tendance sur Worldline. On est toujours en tendance extrêmement baissière. Pour moi, on a à peine ralenti le momentum baissier. Voilà, si on considère éventuellement qu'on a ralenti là du momentum baissier, éventuellement, mais encore que c'est pas évident. Voilà, donc après on peut imaginer, évidemment, hein, on peut tout imaginer si on est positif, on peut imaginer une épaule tête à épaule, on peut imaginer plein de choses, mais en tout cas, au moment où on se parle, il n'y a rien. Il n'y a rien à gratter, il n'y a pas grand-chose, à part en intraday. Bon, moi, vous le savez, je la trade en intraday, donc bon, voilà, parce qu'elle est volatile, etc. Mais en l'occurrence, et moins quand même, moins volatile ces derniers temps, donc elle est moins facile à trader que par le passé, même en intraday. Mais en l'occurrence, pour le moment, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire sur Worldline, quoi. Donc plutôt écart là-dessus. Carrefour, publication moyenne. Donc voilà, ça a été vendu, mais bon, ça change rien sur la figure de long terme, quoi. Hein. Voilà, on en est là. Vous avez toujours, voilà, globalement cette zone-là. Tant qu'on tient cette zone-là, bah, tout va bien. On lâche les 11 euros. Derrière, attention, parce que il n'y a plus grand-chose jusqu'aux 6 euros, quoi. Mais tant qu'on est là, bon, il n'y a plus. Voilà, c'est une belle congestion. Ça se regarde toujours quand même, mais il faut attendre à nouveau qu'on construise quelque chose. Voilà, on avait fait la tentative ici de cassure. Paf, on casse, on revient dedans. Voilà, c'est compliqué, il faut patienter. Voilà, ceux qui sont très très patients en fond de portefeuille, pourquoi pas. Mais franchement, c'est pas évident. De CRSI, donc on en a parlé la semaine dernière, de la congestion. Donc on a fait le break, on revient en arrière. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du zigzag, voilà, sans plus. Il faut continuer à la suivre. Si là aussi on a un nouveau break, ça peut éventuellement déclencher. On voit que là, bon, la séance n'est pas terminée évidemment, mais il y a une sidebar qui se décide. Donc voilà, j'ai pas regardé les volumes, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ralentissement des volumes, donc ça c'est plutôt positif. Voilà, donc ceux qui ont éventuellement déclenché au-dessus des 14,18 €, bah, le stop, vous pouvez le mettre éventuellement là. Hein. Voilà, alors tout dépend de votre. Les très agressifs le mettront là, c'est très agressif. Les moyennement agressifs le mettront là. Les très moyennement agressifs le mettront là. Après, chacun fait à sa sauce, hein, évidemment. Mais pour le moment, c'est très positif hein, sur des CRI, il n'y a rien à dire. Hein. C'est positif et ferme. Bon, ça patine, mais en même temps, c'est normal qu'elle parcourt. Fusion, en revanche, Fusion, c'est un petit peu. Je ne suis pas fan du graphique sur Fusion. Voilà, c'est un graphique compliqué, je trouve. Alors, c'est un graphique haussier, hein, bien entendu. Hein, là-dessus, il n'y a pas de. Voilà. Pour un investisseur, à mon sens, il n'y a pas d'opportunité pour un investisseur long terme. Donc, opportunité éventuellement sur repli, d'accord, à proximité de cette zone-là. Pour un trader, ça manque de volatilité. Bon, oui, c'est ferme, il n'y a rien à dire, etc. Mais je pense qu'on est quand même si la publication est magnifique, enfin plutôt pas mal, on va dire. Voilà, c'est bien valorisé. Voilà, je m'attends plutôt à un truc un peu en zigzag comme ça. C'est plutôt ça que je verrai. Mais encore une fois, c'est pas moi qui décide. Hein. Renault, publication pas si moche que ça. Alors, pas fantastique, hein. Pas fantastique, mais publication pas si moche que ça. Et là aussi, ça fait partie des publications qui n'ont réellement pas changé grand-chose, finalement, au graphique, puisqu'on est toujours, pour moi, dans une congestion. Donc ça se surveille, ça fait partie des valeurs, pour moi, si le CAC 40 va vers le nord, en fin d'année, qui profiteront très certainement de la rotation sectorielle. Vous avez Eutelsat,
qui petit à petit tente de se réveiller. Donc là, c'est du trading. C'est du trading. Donc ce qu'on disait il y a quelques jours, voilà, c'est qu'on avait breaké, on attendait la figure de congestion. Donc voilà, elle se met peut-être éventuellement en place. Il faut regarder, ça se regarde, ça construit. Voilà, on a peut-être cette figure-là qui est en train de se construire, donc ça se regarde. Tant que de toute façon, là aussi, on tient la zone des M200 et les 3,08 €, on peut espérer mieux sur Eutelsat. Voilà, ça commence à être pas mal, hein. Autant, je sais plus, dans cette zone-là, je vous dis, j'étais pas très positif sur le titre. Autant je trouve que voilà, alors c'est pas facile, hein, mais petit à petit, je trouve que la configuration est en train de s'améliorer. On le voit avec la M200 qui est en train de se redresser, on fabrique, etc. Donc là aussi, watchlist, à suivre, à suivre. Ces prochaines semaines, pourquoi pas. Viridien, magnifique. Elle répond super bien, là, pour le coup, Viridien, l'analyse technique. Nous, c'est une action que j'ai proposée à l'achat sur MTT 3 fois. Je l'ai proposé ici, donc on a fait un beau rallye. Proposé ici, on a fait un beau rallye. Proposé encore là, on a fait un beau rallye. Tous les objectifs ont été tapés. Je crois qu'elle publie la semaine prochaine. Niveau d'objectif, bon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Si vous en avez, vous attendez la veille de la publication, vous accompagnez. Si vous n'en avez pas, vous patientez encore un petit peu. Tac, 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 tac. J'essaye de rien oublier. Je repasserai une dernière fois. Vous me laisserez 10 secondes, je repasserai pour voir si j'ai rien oublié. Sinon, je vais me faire encore chambrer dans les commentaires. Bande de salauds. Bon, AXA, pour moi, c'est pas une opportunité, quoi. Voilà, c'est une très très belle valeur, mais c'est pas une opportunité. Éventuellement sur les 35, éventuellement sur les 25. Voilà, mais là, on n'est pas sur un niveau d'investissement, donc à mon sens, faites attention. Maison du Monde, eh bien écoutez, Maison du Monde, publication qui était pas mal. Ça se réveille doucement. On en avait parlé de Maison du Monde dans le bas du biseau. Voilà, on avait proposé un achat dans la réduction de volatilité. Donc voilà, depuis, c'est passé pas mal de choses. Bon, on n'a pas retourné le titre, hein, encore une fois, il y a le temps, hein, il y a largement le temps. Regardez où est la M200, on est encore en dessous. Donc voilà, on ajuste un petit peu le scénario. Donc maintenant, là aussi, watchlist, voilà, pour voir si on a la capacité eh bien, de construire quelque chose d'un peu sympa. Problématique de Maison du Monde, c'est que c'est peu liquide. Hein. C'est un titre qui est devenu peu liquide, donc c'est compliqué à rentrer en portefeuille de manière un petit peu vive. Voilà ce qu'on va dire. Ensuite, vous avez donc du Xilam pour terminer avec des actions françaises. Animation, donc il s'est bien repris. Superbement bien reprise. Bon, c'est en mode trading, hein, bien entendu. Il y avait 2 ou 3 opportunités. Bon, là, je fais la méthode de la veille parce que moi, je l'ai pas tradé du tout. Je l'avais pas du tout dans mes radars. Donc, il y avait éventuellement ici un break. Là, ici, vous avez une petite congestion. Voilà. Mais c'est un tout petit titre. Voilà. Là, au moment où on se parle, il y a 2000 € qui ont été échangés. Bon, je veux bien, hein, mais franchement, c'est hyper compliqué. Quand je vois certaines pumps là-dessus, bon, c'est abusé, quoi. Faut arrêter, quoi. À un moment donné, bon, quand on a des followers, on peut pas les amener sur des titres en disant c'est le moment, machin, non. Donc faites attention à ça, faites attention à la taille des positions, parce que là-dessus, si vous amusez à rentrer à coût de 10 000 €, vous allez payer un spread de fou, vous allez décaler les cours, ça va être une catastrophe, quoi. Donc faites gaffe par rapport à ça. On peut éventuellement dessiner cette espèce de canal, voilà, bon, mais je vois pas grand-chose. Par contre, point positif, je dois le dire quand même, c'est qu'on a retourné la M200. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est au-dessus, etc. Donc à suivre éventuellement. Voilà, si tout à coup ça construit bien, si on a une belle figure de congestion, si on la pète par le haut, si on s'appuie sur la M200, si les volumes sont beaucoup plus intéressants, etc. Ça fait beaucoup de si, hein, vous allez me dire. Mais bon, allez, pourquoi pas. Ensuite, Zoetis, donc aux États-Unis. Donc on est sur un. Ça fait pas mal de temps qu'on me la demande. Secteur évidemment intéressant. Bon, voilà, Zoetis, c'est plutôt pas mal. Il y a effectivement la zone de support oblique, il y a une zone effectivement de support horizontal. Maintenant, Zoetis, je crois que c'est bien valorisé. Hein. Je crois que c'est bien valorisé, Zoetis. Donc attention, si vous rentrez là, à avoir des zones d'accumulation. Donc sur les 140, sur les 124 et sur les 90. Tiens, Zoetis, on va regarder, mais de mémoire, c'est quand même bien valorisé. Hop. Voilà. Donc juste valeur, ouais, potentiel aussi de 10%, donc il n'y a pas un gros potentiel quand même.
Voilà, PER de 25, ouais, voilà, PER de 25, bon, c'est pas cadeau quand même, hein, c'est bien valorisé quand même. Donc, voilà, PEG, etc., ouais. Bon, après, voilà, belle boîte, hein, belle croissance, etc. Bon, il n'y a rien à dire. Mais, voilà, je trouve que c'est quand même, globalement, quand même très bien valorisé. Donc voilà, pas forcément faire all-in maintenant. Voilà, allez-y de manière quand même progressive si le titre vous intéresse, à mon sens. Alors ensuite, on a eu Netflix. Publication pas top. Pas top, pas top. Et de toute façon, moi, bon, même si, voilà, je m'attends, je vais enlever ça. Je trouve qu'on est, voilà, potentiellement, si on a un canal aussi, on est plutôt sur le haut du canal, donc je serai plutôt patient. Et plutôt cette zone-là, aux alentours des 800, 850, 900 dollars, peut être une première zone intéressante. Voilà. Donc il faudrait pour moi un repli supplémentaire hein, de 25% pour pouvoir éventuellement rentrer. Salesforce, on a cassé la figure intermédiaire par le haut. Voilà. Non, pas voilà. La figure intermédiaire, elle est là. Voilà. Donc on disait cassure par le haut. Hop, donc plutôt pas mal. Maintenant, il me faut la congestion. Salesforce, il faut la congestion. Je n'oublie pas quand même que sur du long terme, voilà, c'est quand même un biseau ascendant cassé par le bas, donc il faut faire attention. Pour les investisseurs, allez-y tranquille, parce que pour moi, la vraie zone intéressante, elle sera plutôt là. Vous voyez, c'est les plus bas ici, là. On le voit. Donc plutôt sous les 200 dollars, qui peut être une zone intéressante pour rentrer. Ok. Donc attention à ça globalement, s'il vous plaît. Maintenant en mode trading, voilà, pourquoi pas, s'il y a une congestion pour pouvoir aller chercher les 300, ça peut se jouer. Redwire. Redwire. Ça se prononce comme ça, je sais pas. Donc éventuellement. Ah ouais. Il y a une belle zone. Belle zone à suivre quand même. Hein. Belle zone à suivre. Belle zone à suivre. Bon, maintenant, ça reste baissier. Hein. Maintenant, ça reste baissier. Il faut, à partir de là, il faut essayer de construire. Ouais. Il faut essayer de construire quelque chose qui peut être intéressant. Ou pas. D'ailleurs, on peut imaginer un petit biseau descendant ici. Pourquoi pas. Donc, à suivre, si éventuellement on casse par le haut, pourquoi pas. Mais attention en revanche si on passe sous les 6 dollars. Intel. Donc Intel, on est à... ah ben, elle a continué sa progression. Alors, on en avait parlé à l'achat, bon, suite à la congestion au-dessus des 25,14 $. Bon, il n'y a rien à dire, hein, franchement, il n'y a rien à dire. On attendait la congestion là, ben elle a eu là, vous voyez. Ouais, éventuellement, suivre la congestion. Voilà, éventuellement la congestion, si elle pète par le haut, ça peut être un signal. Vous pouvez tenter un achat au-dessus des 38,52 $ et stop d'invalidation. Bon, ça dépend, encore une fois, de votre agressivité, hein, comme d'habitude. Donc éventuellement pour de la continuation. Ça peut se jouer. IBM, vous avez ici, donc moi j'attends la zone de repli. Alors on a failli l'avoir, hein, on n'était pas loin, on a failli l'avoir, mais on l'a pas eu. Donc voilà, éventuellement zone de repli. L'objectif c'est toujours le même, c'est d'aller retrouver ici un nouveau top. Et enfin, j'ai Intel, IBM, Tesla. Et après je repasserai pour voir si j'ai rien oublié. Donc Tesla, on avait proposé l'achat au-dessus des 330 $. On avait comme objectif numéro 1 les 370 touchés. Objectif numéro 2, les 441 touchés. Donc difficile de rentrer, mais quand même, je vois bien que ça, c'est plutôt une construction de figure. Donc éventuellement, en cas de break par le haut, on peut avoir un petit signal au-dessus des 450 $ pour aller du coup chercher un top historique. Et au niveau du top historique sur les 200 $, il faudra certainement faire attention. J'ai 4 titres à vous proposer à suivre. En plus, pour le coup, ils sont plus ou moins connus. Le premier, c'est Basic Fit. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il publie, s'il vous plaît, vérifiez. Je sais pas quand est-ce qu'il publie. Basic Fit, voilà, j'aime bien. Donc, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais c'est plus la config ouais, hebdo qui est intéressante. Donc, voilà, on a toujours ce niveau. Donc, ça se suit.
éventuellement si derrière il y a une continuité dans le mouvement. Donc à suivre Basic Fix, à suivre Rémi Cointreau. Tiens, je vais vous surprendre un petit peu. Rémi Cointreau qui va mieux. Voilà, qui est en train de faire sa figure, etc. Donc ça va mieux, c'est pas fait, attention, on est loin, loin, loin. Mais voilà, la M200, là aussi, je vous l'avais dit, est en train de s'aplatir. Hein, et je veux la construction intermédiaire, réduction de volatilité, etc. Donc ça se suit. Ensuite, on a un petit titre, c'est Odyssey Technologies. On l'avait vu il y a à peu près un mois, et vous avez dit, il faut suivre la figure. Ben, la figure est en train d'arriver petit à petit à maturité. Voilà, donc il faut la suivre. Éventuellement, surpassage des 37,30 €, on peut avoir un signal. Il faut faire attention parce que c'est pas hyper liquide, pas liquide du tout même. Donc faites gaffe à la taille de position, s'il vous plaît. Si je vois qu'il y en a qui font les idiots, je vous avertis, je parle plus de valeurs qui ont des difficultés comme ça. Enfin, des difficultés en termes de liquidité, pas en termes de fondamentaux. Donc voilà, faites attention, s'il vous plaît, ne faites pas les idiots parce qu'on peut vraiment se faire mal sur des carnets d'ordre qui sont peu liquides. Voilà, que vous mettiez une petite taille de position pour le jouer, pas de souci, mais faites pas les idiots. Et enfin, avant de passer au screener Trend Following, Syensqo, pour mes amis belges, que j'embrasse comme d'habitude, qui se surveillent. Alors nous, on a une position, on a tenté une position, donc voilà, c'est un titre qui m'intéresse, qui a du mal encore, je dois dire, qui a du mal, mais depuis la cassure de cette oblique-là, je regarde, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même tenu le support, on avait tenté un break ici qui a échoué, mais on a quand même tenu le support, donc c'est plutôt pas mal. L'objectif, c'est de revenir pour moi vers les 79 €, et après on verra. Donc ça se suit, ça se surveille. On est potentiellement, si ça veut bien continuer, on sera potentiellement sur quelque chose qui pourrait être, je l'espère, en mode recovery. Au niveau du screener Trend Following, voici les valeurs comme d'habitude. Je vous rappelle que le screener est disponible dans l'espace membre sur le site, le podcast de la bourse.fr. Je veux terminer cette vidéo par des remerciements, comme d'habitude, parce que bien grâce à vous, on peut se permettre de créer beaucoup de contenu. Ça encourage, c'est le moteur. Hein. Il faut bien comprendre que je sais que quand on est, puisque moi aussi je le suis, je suis d'autres personnes, etc. Je sais que quand, et sur d'autres sujets que la bourse d'ailleurs, je sais que quand on est de l'autre côté de l'écran, on se dit, je vais pas mettre un like, je vais pas mettre un commentaire, ça sert à rien, de toute façon, bon. Et je comprends qu'on ait des fois même cette flemme, et il n'y a pas de mal, moi aussi, ça arrive. Mais sachez une chose, c'est qu'à chaque fois que vous mettez un commentaire au-delà du référencement, etc., à la limite, c'est pas... Ça, c'est secondaire pour moi. Chaque fois que vous mettez un commentaire, même si c'est juste un merci, même si c'est juste un c'est cool, même si c'est juste un t'es les meilleurs, Tino, même si c'est pas vrai, même si vous en pensez pas un mot, à chaque fois, c'est de l'énergie pour moi, quoi. Voilà, c'est vraiment de la vitamine C pure pour moi, et pour le coup, ça donne envie plus que jamais de continuer à faire des projets, voilà, à refaire le site pour que vous ayez un espace membre plus beau, plus clair, gratuit. Voilà, c'est ça, c'est mon moteur, moi, tous les vendredis, parce que tous les vendredis, c'est pas facile de faire cette vidéo, c'est pas facile de se mettre devant l'écran, c'est pas facile, des fois on a eu une bonne semaine, des fois on a eu une très mauvaise semaine, des fois on est fatigué, des fois... Bon, et à chaque fois, eh bien, cette volonté naît par le sentiment que vous allez me regarder et potentiellement vous allez... plus ou moins prendre de plaisir, et surtout potentiellement je vais de temps en temps vous apprendre quelque chose de nouveau et qui va servir à votre progression dans la compréhension de l'investissement de manière générale et des marchés financiers de manière un petit peu plus précise. Voilà, donc je vous remercie pour tout ça. N'hésitez pas encore une fois à laisser votre petit avis ou commentaire ou complément par rapport à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite évidemment un bon week-end, profitez de vous, profitez de vos proches surtout, prenez soin de vous et de vos proches, et on se retrouve avec joie la semaine prochaine. A plus, ciao.